Dans cet épisode, vous allez découvrir le coach sportif qui a sauvé les États-Unis face au Japon lors de la Deuxième Guerre mondiale. Le héros dont je suis en train de parler n'est personne d'autre que Bud Winter. Il était l'entraîneur de ces icônes, que vous connaissez tous. Et sans lui, les États-Unis auraient probablement perdu la guerre. Il est temps pour nous de se lancer dans l'incroyable histoire du meilleur coach sportif de tous les temps. Et pour toutes les personnes qui veulent découvrir la méthode exacte qu'il a transmise à ses athlètes et à l'armée américaine, restez bien connectés jusqu'à la fin de la vidéo. C'est parti. L'histoire que vous êtes sur le point de découvrir est une histoire vraie. Cette histoire, pas comme les autres, commence le 8 juin 1909. C'est un magnifique matin, mais pas pour tout le monde. Madame Winter est sur le point d'accoucher. Elle s'agrippe au drap de toutes ses forces, alors que son mari est là pour la soutenir. Tous les gens dans l'hôpital serraient les dents, en entendant les cris stridents de Madame Winter qui criait autant fort qu'elle souffrait. Monsieur Winter était paniqué. Il faisait comme si tout allait bien pour soutenir sa femme et l'aider à passer ce moment difficile qui était sur le point de se transformer en le plus beau jour de sa vie. Quelques minutes qui semblaient être des heures et quelques hurlements plus tard, Madame et Monsieur Winter ne le savaient pas encore. Mais ils venaient de donner naissance à un futur héros qui par la suite sauvera toute une nation. Le début de cette histoire n'est pas particulièrement intéressant, je vous l'accorde. C'est pour ça que nous allons faire un saut dans le futur. Nous sommes maintenant le 7 décembre 1941. L'empereur du Japon, Hiroto, vient de prendre une décision qui va changer le cours de l'histoire. Il donne l'ordre à son armée de l'air d'aller attaquer la flotte américaine se trouvant à Hawaï. Le monde entier a entendu parler de cet assaut sous le nom de l'attaque de Pearl Harbor. Suite à cette attaque, les États-Unis rejoignent le camp des Alliés, face à l'Axe, qui est composé, bien sûr, de l'Allemagne, de l'Italie et du Japon. L'alarme que personne ne souhaite jamais entendre sonner retentit dans toutes les bases américaines. Les pilotes sautèrent apeurés dans leurs avions de chasse et étaient propulsés à une vitesse qui se rapproche de celle du son en seulement quelques secondes. Dans un ciel qui était infiniment bleu et paisible, les pilotes, tremblotants, attendaient d'apercevoir les premiers signes de l'ennemi, contre lequel ils allaient devoir se battre à mort. Le ciel, qui était encore il y a quelques secondes bleu et paisible, tourna presque au rouge. Il y avait des explosions dans tous les sens. Il était à ce stade encore impossible de déterminer qui était en train de remporter la victoire. Après un bref instant, qui sembla durer une éternité, les pilotes retournèrent à la base. C'est seulement arrivé sur la terre ferme que l'armée américaine réalisa l'ampleur des dégâts. Les pilotes, qui avaient eu la chance de rentrer sains et saufs, étaient en état de choc. Malheureusement, pas seulement parce qu'ils avaient perdu la première bataille, mais également car ils savaient qu'ils venaient de tuer une partie des Alliés qui se battaient à leur côté. Sous le stress, ils ont été totalement incapables de différencier les avions ennemis des avions alliés. À ce stade, vous êtes sûrement en train de vous demander « Mais qu'est-ce que Bud Winter a à voir là-dedans ?» Laissez-moi boire une goutte de mon petit café et on continue cette fabuleuse histoire. Après un bilan plus que catastrophique, l'armée américaine cherchait une solution. Ou plutôt, une personne. Le téléphone sonne à San José, en Californie, dans une petite maisonnette. Un homme, dont vous devinez tous l'identité à ce stade, descend les escaliers en courant. Il décroche le téléphone, et à sa stupéfaction, il est bien avec le général de l'armée américaine au téléphone, qui lui demande désespérément son aide. La seule question que se pose Bud Winter à ce moment-là, c'est « Pourquoi moi ?» En réalité, Bud Winter avait rejoint l'université de Saint-José depuis plus d'une année, et certains de ses athlètes avaient tellement progressé rapidement que ses prouesses en tant que coach étaient arrivées aux oreilles de l'armée américaine. Pour faire court, Bud Winter est engagé par l'armée américaine. Son rôle est simple. Et pourtant, il est responsable de coacher les pilotes qui se préparent pour la deuxième bataille de l'air. Arrivé sur place, le premier objectif de Bud Winter n'est pas de transmettre sa méthode, mais de convaincre les pilotes qu'elle fonctionne. Si Bud Winter décide de passer par cette étape, c'est simplement parce que sa méthode est très controversée. D'ailleurs, la plupart des préparateurs physiques et mentaux de cette époque utilisent des méthodes opposées
à la méthode révolutionnaire de Bud Winter. Les pilotes écoutent chaque parole qui sort de la bouche de Bud Winter en réalisant que ces mots pourraient bien leur sauver la vie dans peu de temps. Bud Winter coach de près les pilotes pendant plusieurs semaines. L'objectif principal, leur transmettre la méthode révolutionnaire qu'il a inventée avec les athlètes qu'il entraîne depuis plus d'une année. Le jour J, les pilotes ont l'air totalement anesthésiés. En parlant avec Bud Winter, le général de l'armée partage ses doutes et ses inquiétudes par rapport à cette deuxième bataille. Il commence même à douter de la méthode de Bud Winter. Bud Winter, avec un air détendu, regarde le général de l'armée droit dans les yeux et lui répond avec un air totalement relaxé « Les pilotes sont prêts ». La deuxième bataille éclate et la guerre du ciel reprend. Mais quelque chose avait changé. Le regard des pilotes, qui risquaient leur vie dans cette deuxième bataille, était comme vide. Leurs mains ne tremblaient plus. Ils étaient parfaitement détendus, alors qu'ils risquaient bel et bien leur vie, à chaque instant. Bud Winter et sa méthode n'y étaient pas pour rien. De retour à la base, le bilan s'avère cette fois plus que positif. Les pilotes de l'armée américaine remportent la victoire haut la main lors de cette deuxième bataille. Alors que toute la base acclame le retour des pilotes, Bud Winter, un sourire en coin de lèvres, repart dans l'ombre pour reprendre la préparation physique et mentale de ses athlètes, hors du commun. Les années passent, et Bud Winter continue à entraîner ses athlètes qu'il aime tant. Tout se passait plus ou moins pour le mieux, jusqu'à ce que nous arrivions à cette fameuse année, dont tout le monde se souvient pour sa violence et son injustice. 1968. C'est le 4 avril, en fin de journée, il était presque 18 h. Martin Luther King était sur le balcon du Lorraine Motel. Il ne le savait pas encore, mais il ne lui restait plus que quelques minutes à vivre. Son meurtrier se trouvait de l'autre côté de la rue, avec une carabine entre les mains. Malheureusement, vous savez tous comment cette journée s'est terminée. Toute la communauté afro-américaine était sous le choc. Ils étaient désespérés. L'un de leurs plus grands leaders et défenseurs venait d'être abattu froidement devant ses amis. C'était une injustice de plus, insoutenable. Sachant en plus que Martin Luther King prônait la non-violence face aux violences incessantes des forces de l'ordre à cette époque. Malheureusement, les drames ne s'arrêtèrent pas là. À peine 2 mois plus tard, le 6 juin 1968, Robert Kennedy passe les élections primaires. Et ça se passe, on peut le dire, merveilleusement bien. Même peut-être trop bien. Pour rappel, Robert Kennedy est le petit frère de John F. Kennedy, assassiné à peine 5 ans auparavant. John F. Kennedy était le 35e président des États-Unis. Il est connu pour plusieurs raisons, dont l'une des réformes qu'il a poussées pour que les Noirs américains puissent aller à l'université. Peut-être qu'à cette époque, ça n'a pas plu à tout le monde. Robert Kennedy était déterminé à faire avancer la cause que son grand frère n'avait pas pu faire avancer plus loin. Comme je l'ai dit, il passa les élections primaires avec succès. Il salua ensuite ses partisans et il repéra un garçon de Tam, juste à côté de lui. Il décida de s'arrêter et lui serrer la main pour entamer une conversation. C'est à ce moment-là qu'un revolver se pointa dans sa nuque et tira une balle. Puis, 2 balles de plus dans le dos. Robert Kennedy s'effondre et meurt à la suite de ses blessures en arrivant à l'hôpital. C'était le coup de grâce. Suite aux violences grandissantes infligées aux Noirs américains, les Black Panthers étaient maintenant déterminés à répliquer par la violence. On peut le dire, les États-Unis ont frôlé la guerre civile. Parmi les Black Panthers se trouvaient 3 athlètes, pas comme les autres. Tommie Smith, John Carlos et Lee Evans. Ces 3 athlètes, devenus olympiens depuis peu, étaient tous coachés par le fameux Bud Winter. Après un entretien qu'ils ont eu avec Bobby Seale, le fondateur des Black Panthers, ils étaient tous déterminés à utiliser leur talent et leur succès grandissant pour faire parler de la cause des Noirs et éclairer les injustices qu'ils vivent au grand jour. Quelques mois plus tard, le climat aux États-Unis était toujours autant pesant. Mais Bud Winter et ses athlètes avaient un rendez-vous qu'ils ne devaient absolument pas manquer. Ils prirent un vol pour se rendre aux Jeux Olympiques du Mexique. Quelques jours après être arrivés sur place, Tommie Smith et John Carlos
se lance dans la course des 200 mètres. Tommy Smith finit premier et John Carlos troisième. Jusque-là, c'était un sans faute. 2 athlètes de Bud Winter étaient déjà sur le podium. Mais ce qui s'est passé lors de la remise des médailles n'a pas plu à tout le monde. Tommy Smith et John Carlos baissent la tête et lèvent le poing pour démontrer leur soutien à la cause des Black Panthers. Je le rappelle, les revendications principales des Black Panthers étaient les mêmes droits et les mêmes opportunités pour tous. Le président du Comité olympique international n'a pas du tout apprécié ce geste. Et il voulait en faire un exemple. Résultat des courses, Tommy Smith et John Carlos avaient 48 heures pour quitter le sol mexicain. Ils ont également été destitués de leur titre d'Olympien quelques instants après la cérémonie. Leurs confrères Lee Evans, qui n'avait pas encore couru, et Bud Winter, le coach, étaient tous dévastés. Et le problème, c'est que Lee Evans devait courir dans 2 jours, la course des 400 mètres. Mais son état mental et émotionnel était au plus bas. Le lendemain, à la veille de la course, Bud Winter et son poulain Lee Evans étaient au village olympique. Alors que Bud était en pleine conversation avec l'un des organisateurs, il aperçut son athlète Lee Evans, qui était à 2 doigts de massacrer l'entraîneur en chef. Bud Winter courut pour intervenir et séparer les 2 hommes. C'est à ce moment-là que Lee Evans s'effondra en pleurs dans les bras de Bud Winter. Il n'en pouvait plus. Bud Winter n'avait jamais vu Lee Evans dans cet état. Lee était réputé pour être calme, agréable et gentil. Mais cette fois, il a craqué. Bud portait presque tout le poids de Lee, car il n'arrivait même plus à marcher. À ce moment-là, Bud n'a plus qu'une seule idée. Sortir aussi vite que possible du village olympique, sans se faire remarquer par tous les journalistes et les paparazzis qui sont sur les lieux. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Et en essayant de sortir, plusieurs journalistes ont commencé à entourer Bud Winter et Lee Evans. En posant des questions, mais qu'est-ce qui arrive à votre athlète? Est-ce qu'il va courir demain? Qu'est-ce qui s'est passé? Lee Evans était à peine conscient, et Bud Winter s'efforçait de porter Lee Evans en essayant de sortir de la foule des journalistes qui les empêchaient de rejoindre leur hôtel. À peine arrivé à l'hôtel, Bud Winter avait pour but d'aider Lee Evans à se préparer pour la course qui se rapprochait. Il lui restait seulement quelques heures pour dormir et se ressaisir avant cette course qui allait peut-être changer sa vie. Bud Winter prit aussi un instant pour discuter des objectifs de Lee Evans. Lee Evans lui confia pendant leur discussion qu'il souhaitait également soutenir les Black Panthers et ses 2 collègues qui venaient de se faire virer des Jeux Olympiques. Bud Winter accepta et lui dit « Tu feras ce que tu veux quand tu arriveras sur le podium. Mais pour l'instant, fais ce que je te dis. » Lee Evans accepta. Avant de sortir de la chambre de l'hôtel, Bud Winter proposa à Lee Evans d'utiliser sa méthode pour l'aider à se détendre avant la course. C'était d'ailleurs exactement la même méthode de relaxation qu'il avait transmise aux pilotes de l'armée américaine il y a bien longtemps. Sur le pied de la porte, Bud répéta à Lee de ne pas sortir et de ne parler à personne avant la course. Grâce à la méthode de Bud Winter, Lee arriva à dormir quelques heures. Il était maintenant prêt pour la course. Juste avant de se lancer sur la piste, Bud Winter lui parla et essaya de le motiver. Mais il remarqua que ce n'était pas du tout nécessaire et que Lee Evans n'avait pas besoin de cette motivation. Il était parfaitement calme et concentré. Vous connaissez sûrement l'issue de cette course. Lee Evans finit numéro 1 et crée un nouveau record du monde qui sera invaincu pendant plus de 20 ans. À son arrivée sur le podium, comme il l'avait prévu, avec le béret des Black Panthers sur la tête, il lève le poing, avec un énorme sourire au visage. Bud Winter est au bord des larmes. Si vous aussi vous voulez découvrir la méthode de Bud Winter qu'il a enseignée aux pilotes de l'armée américaine, mais également à ses Olympiens, je vous invite à cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description tout de suite. On a préparé ça pour vous, sachant que Bud Winter insistait sur le fait que, pour apprendre cette méthode, il était important d'être guidé les premières semaines. Et il n'existe à ce jour aucun audio guidé qui vous permet de maîtriser cette méthode. Jusqu'à maintenant, vu qu'on l'a fait pour vous, le lien est dans la description. J'espère que l'histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit like. Et moi, je vous dis au prochain épisode.